Euh, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Pierre Sagne, je suis responsable d'un pôle recherche et développement. Donc je travaille à l'OFB, mais on est en collaboration dans cette équipe avec l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse et l'Institut Péprime de Poitiers. Donc nous, on apporte la composante biologique et nos collègues hydrauliciens donc, apportent une composante euh, et des compétences en hydraulique. On travaille principalement donc sur la mise au point et l'appui technique à nos collègues et aux services de l'État sur les dispositifs de franchissement piscicole, notamment franchissement des barrages et des seuils. Et puis, donc c'est le sujet aujourd'hui hein, sur les estimations des débits biologiques. Pour commencer, juste une petit plan rapide, hein, je vais refaire un petit point rapide du positionnement de ces méthodes d'estimation dans la démarche globale que viennent de vous présenter Hélène et Gaël. Je détaillerai rapidement 3 types de méthodes qui sont très complémentaires, hein, les méthodes hydrauliques, hydrologiques et les méthodes d'habitat. On fera un petit point aussi sur d'autres choses à prendre en compte, un petit focus sur des cas particuliers. Bon, on verra ça en fin de présentation avec Hélène. Et puis une actualité aussi sur un peu la R&D et les choses qu'on vient de mettre en route et qui pourront optimiser encore plus les choses dans le futur. Donc une première diapo pour vous rappeler que la démarche dont on vient de vous parler, Hélène et Gaël, et je suis dans cette ligne aussi, hein, elle est toujours la même que celle qui est présentée dans le guide du CRESEP de 2015, donc qui est toujours d'actualité, avec donc tout un volet diagnostic territorial qui vous a été présenté. Et moi, ce que je vais vous présenter, ça arrive donc après ce diagnostic, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des méthodes de détermination des débits biologiques qui sont, comme on l'a déjà dit également, hein, pas basées sur des valeurs magiques, mais plus sur des comparaisons de scénarios, qui sont construits justement une fois qu'on a bien fait le diagnostic territorial et qu'on s'oriente vers différentes options de réduction de prélèvements, par exemple, voilà, et sur lesquelles donc on va mettre en œuvre des méthodes pour essayer de voir quel impact ces différents scénarios vont avoir sur l'écologie des tronçons de cours d'eau considérés, et donc quel choix on peut faire par rapport à la comparaison de ces différents scénarios. Donc au-delà du guide CRESEB que l'on promeut toujours hein, dans les formations et qui présente très bien cette démarche-là, je vous renvoie aussi à un article dans une revue scientifique hydroécologie appliquée, mais c'est un article en français qui résume justement toute cette démarche et la place des modèles d'habitat dont je vais parler plus précisément dans cette démarche. Toujours en guise de contexte, de rappel du contexte, donc alors ça a déjà été évoqué, hein, mais les caractéristiques de débit qui sont importantes sur les processus écologiques, ce n'est pas seulement les débits, les valeurs de débit à un instant T, pas seulement les valeurs de débit minimum ou les valeurs de débit maximum, mais on a plein d'autres choses, la fréquence auquel certaines valeurs de débit particulières sont observées, donc les périodes de retour des crues par exemple, qui vont permettre d'inonder certains milieux qui sont favorables pour certaines espèces, les durées pendant lesquelles le débit va être supérieur ou inférieur à une valeur seuil, c'est ce qu'a évoqué Gaël hein, dans les débits faibles qui peuvent jouer sur les abondances de juvéniles ou sur l'exondation de frayères ou de choses comme ça. Donc des durées. La prévisibilité des événements, donc la régularité avec laquelle certains épisodes hydrologiques vont revenir. Ça, c'est important aussi pour les processus écologiques puisque les stratégies biologiques peuvent être calées sur cette récurrence qui va être fortement modifiée par certains ouvrages. Et puis aussi les vitesses de changement de débit, notamment sur les courtes périodes, qui peuvent aussi être très fortement modifiées par certains ouvrages. Mais en tout cas, vous avez ici, alors c'est simplifié, hein, mais un ensemble de
tous ces paramètres de débit qui vont agir sur les processus écologiques. Et donc, à savoir que lorsqu'on parle de débit minimum, c'est seulement une de ces composantes. Et comme on vous l'a expliqué donc précédemment, il faut essayer de prendre en compte toutes les autres caractéristiques, d'intégrer un peu tout ça en fonction des enjeux, et notamment aussi en fonction des saisons. Parce que si je prends simplement le dernier paramètre, la stabilité des débits, ça peut être par exemple une variable très importante en période de reproduction. Et si on a des changements très brusques, des diminutions très brusques de débit, on peut exonder des frayères et donc remettre en cause toute une saison de reproduction. Alors j'y reviendrai hein, parce que la méthode que je détaillerai tout à l'heure et notamment les modèles d'habitat sont des méthodes qui sont plutôt axées pour définir des débits faibles, des débits en période d'étiage. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous présentera d'autres caractéristiques à prendre en compte si l'on veut essayer de balayer un peu l'intérêt de toutes ces caractéristiques de débit dans un cadre anthropisé. Alors, 3 types de méthodes, donc je l'évoquais tout à l'heure. Tout d'abord, ce qu'on appelle les méthodes hydrologiques. Le principe des méthodes hydrologiques, hein, c'est de définir une altération acceptable. Alors, tout est dans le terme acceptable et dans les guillemets. Donc, ça nécessite une expertise pour cette méthode-là. Donc, comment on altère les débits par rapport à une situation naturelle et quels impacts ça peut avoir d'un point de vue écologique. Donc là, c'est vraiment une approche assez macro, puisqu'on va essayer de déterminer de quelle façon on change les débits. Vous avez ici un exemple avec, on va dire, un débit naturel en gris, et puis 2 scénarios de changement de ce débit hein, en fonction des usages, avec ici notamment donc des débits qui sont modulés au cours de différentes périodes de l'année. L'idée étant, alors pour y voir plus clair, souvent de passer en courbe de débit classé, c'est-à-dire nombre de jours de dépassement, en fonction des débits, les débits exprimés en fonction du nombre de jours de dépassement. Et en étudiant ces courbes-là, donc l'expertise consiste à définir des métriques pertinentes et de voir comment on va changer les débits, par exemple, à quelle fréquence on va changer les très faibles débits. Est-ce qu'on les altère beaucoup avec nos scénarios de gestion? Alors ici, ce n'est pas forcément le cas, même si on a une échelle en log, hein, faut faire attention à ça, mais on voit qu'on va altérer beaucoup plus des débits moyens, c'est-à-dire des débits qui sont dépassés 80% du temps. Et puis, tout l'exercice consiste avec cette approche macro, à définir donc des métriques pertinentes. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, par exemple le décolmatage. Si on considère sur cet exemple théorique qu'on a des fréquences que le débit va décolmater le substrat pour des valeurs de l'ordre de 2 mètres cubes et demi, on voit qu'on a un débit de décolmatage qui est dépassé 150 jours par an en situation naturelle. Et là, on le réduit à une dizaine de jours par an, voire entre 5 et 10 jours par an. Donc, toute l'expertise consiste à dire est-ce que finalement c'est suffisant, c'est pas suffisant. Ça donne déjà un peu des indications sur les caractéristiques de ce débit qu'on va le plus impacter avec nos scénarios de gestion. Donc bien sûr, ça c'est une approche assez macro. Et si on veut aller un petit peu plus loin, l'idée, c'est de compléter cette approche-là avec d'autres méthodes, comme par exemple la méthode, ce qu'on appelle la méthode hydraulique, où là, on rentre un peu plus dans le détail des relations entre le débit, certains paramètres hydrauliques et la morphologie du cours d'eau. Par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, que c'était intéressant de regarder les relations largeur débit, hauteur débit, quand on avait ces données-là. Ça peut nous renseigner sur des relations entre les valeurs de débit et les surfaces mouillées, ou des valeurs de débit et la surface de certains habitats d'intérêt, comme des radiers, qui peuvent être des habitats pour les juvéniles de saumon ou des frayères, par exemple. Donc l'idée, là, c'est soit de modéliser ces choses-là si on a suffisamment de données,
donc de voir comment ces surfaces mouillées, par exemple, évoluent en fonction du débit, ou si on n'a pas de modèle, eh ben, d'aller sur le terrain à différents débits pour voir un petit peu comment ça réagit. Et donc, avec des relations très simples, comme sur cet exemple, bah, de regarder si, à partir de quel débit on va avoir des ruptures, c'est-à-dire à partir en dessous de quel débit on va commencer à avoir des pertes importantes en termes de surface d'habitat ou en termes de surface mouillée en général. Donc ça donne aussi une indication des débits vraiment en dessous desquels on dégrade très fortement des conditions d'habitat, tout simplement parce que dans l'exemple ici présent, on va complètement limiter la surface en eau. Si ces résultats reposent sur des modèles, ça peut même parfois permettre de faire des cartes, des cartographies qui nous permettent de voir en fonction de la réduction des débits, comme par exemple ici des hauteurs d'eau qui peuvent devenir limitantes pour franchir certains radis, on l'a évoqué tout à l'heure, et donc de spatialiser un peu les choses sur la station d'intérêt. Et troisième type de méthode sur laquelle je m'attarderai un petit peu plus, parce que c'est un petit peu plus compliqué, qu'on appelle les méthodes d'habitat. Donc il y a différents types de méthodes d'habitat, hein, mais le principe est toujours le même. Le principe est de coupler des caractéristiques hydrauliques avec des préférences biologiques. Donc pour faire simple, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, hein, le débit va définir différents paramètres hydrauliques, des hauteurs d'eau, des vitesses de courant, et donc pour chacun de ces paramètres, les espèces ont des préférences. Donc vous avez ici un exemple. Si je prends la courbe pour les alevins de l'espèce considérée, cette courbe de préférence traduit pour un paramètre donné, imaginons ici que c'est la profondeur d'eau, pour quelle profondeur d'eau on va avoir le plus de chances de trouver cette espèce-là, dans quel type d'habitat on va la trouver. Donc généralement, ces préférences, elles sont normées, elles sont normalisées entre des valeurs entre 0 et 1, ce qui veut dire que lorsqu'on a une valeur de 1, c'est la caractéristique que l'espèce préfère. Et puis, plus on s'éloigne de cette valeur, donc moins cet habitat sera accueillant pour l'espèce en question. Donc, en croisant tout ça, en croisant ce qu'on a dans le milieu, finalement, en termes de hauteur et de vitesse, et les préférences des espèces pour ces paramètres, hauteur, vitesse et substrat, donc c'est les trois paramètres qu'on va prendre en compte dans ces modèles hydrauliques, on va pouvoir estimer une capacité d'accueil d'un milieu vis-à-vis d'une espèce donnée. Alors, quand on a les données, éventuellement vis-à-vis d'un stade donné, hein, puisqu'on voit sur ce graphe-là que les préférences d'habitat sont très souvent différentes entre les adultes et les alevins. On ne va pas choisir les mêmes habitats. Et puis, éventuellement, pour une activité donnée, il existe des courbes de préférence pour la reproduction. Par exemple, pour les salmonidés, on a des courbes de préférence pour les frayères de truite, par exemple, ou de saumon. On sait que le saumon préfère frayer dans telle hauteur d'eau, telle vitesse de courant, sur tel substrat. Donc, on a une courbe de préférence pour la reproduction particulièrement. Donc, les outils qui existent, que je vais détailler un tout petit peu après, pour effectuer ce couplage entre des modèles hydrauliques et des modèles biologiques. Les plus utilisés en France actuellement, c'est EVA, donc, qui a été développé par l'ex-CEMAGREF, IRSTEA, INRAE. Un modèle LAMI qui est utilisé par EDF, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais qui est spécifique de ce qui se passe à l'aval des ouvrages, et notamment des seuils et des barrages. Et puis des outils statistiques que vous connaissez peut-être, hein, comme Estimab ou Statab, développés également par INRAE. Alors comment ça marche un peu plus dans le détail? Si je prends l'exemple d'EVA, donc une fois que, comme on l'a dit précédemment, on a choisi une station de référence représentative de votre échelle territoriale, du territoire à l'échelle voulue. Alors, dans l'exemple d'EVA, il y a une grosse partie de terrain, puisqu'on va aller sur le terrain mesurer très précisément à un débit donné
des largeurs de cours d'eau, des profondeurs, des vitesses d'écoulement. Donc vous avez ici tous les transects sur cet exemple-là, sur lesquels on va mesurer tout ça, hein. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une méthode assez lourde de terrain qui permet ensuite de faire des cartes, comme vous voyez ici à droite. Mais ça peut répondre aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions, mais à une question qui a été posée. Quand on manque de moyens, on peut aussi, en fonction des méthodes qu'on utilise, jouer un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'avec EVA, on va avoir, ça coûte un peu cher parce que pour faire une station comme celle-ci, par exemple, il faut être 5 ou 6 personnes pendant 2 jours consécutifs, hein, à un débit donné, en espérant que le débit ne varie pas pendant ces 2 jours-là, sinon il faut tout recommencer. Et il y a d'autres approches dont je parlerai après, qui sont plus rapides, mais qui ne permettent pas de faire des cartographies précises, mais qui permettent quand même d'avoir une estimation des capacités d'accueil. Donc en choisissant la méthode aussi, ça peut permettre, pour un budget donné, soit de faire des choses très précises à un endroit, comme avec EVA par exemple, soit de balayer un plus grand nombre de stations de manière un peu plus statistique, avec donc des opérations de terrain beaucoup moins lourdes. Donc si je reviens sur l'exemple d'EVA, on va aller sur le terrain pendant un jour ou deux en fonction de la taille de la station, décrire très précisément les choses, hauteur, vitesse, granulométrie, dans les différentes cellules donc, qui sont définies sur le terrain, que vous voyez ici de différentes couleurs. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on fait tourner un modèle hydraulique qui va recalculer les valeurs de hauteur, de vitesse, et éventuellement, enfin, pas trop de granulométrie, on suppose qu'elle ne change pas, mais surtout les hauteurs de vitesse et les mesures de hauteur d'eau et de vitesse de courant pour d'autres débits. Donc le modèle hydraulique, lui, il a une quantité d'eau qui arrive à l'amont et il redistribue dans chacune des cellules en fonction du débit qui arrive, des hauteurs d'eau et des vitesses. Et on peut faire ça à tous les débits qu'on veut ou presque, en fonction du domaine d'application du modèle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on va coupler ça, donc, comme je l'ai dit, avec des modèles biologiques. Si je prends un exemple, donc là, on a une cartographie d'habitat d'un secteur à un débit donné. On va dans chaque cellule, enfin le modèle, dans chaque cellule va aller calculer une valeur d'habitat, c'est-à-dire qu'il va regarder pour cette petite cellule ici en jaune que j'ai entourée, quelle est la valeur de la vitesse à ce débit, quelle est la valeur de la hauteur d'eau, quelle est la valeur du substrat, et il va aller chercher sur la courbe de préférence de notre espèce en question la valeur de préférence. Donc si on imagine que, par exemple ici, la vitesse qu'on a dans cette cellule, c'est une valeur qui est appréciée par l'espèce en question, donc on a une préférence qui est égale à 1, mais qu'en revanche, pour la hauteur, c'est pas optimal pour cette espèce-là, on a une valeur de 0,5 et la même chose pour le substrat. On va avoir une valeur d'habitat dans cette cellule qui est égale à la multiplication de ces paramètres, donc 1 fois 0,5 fois 0,5, c'est-à-dire 0,25. Donc on a une valeur d'habitat dans cette cellule jaune, ici, de 0,25, sachant que le maximum est égal à 1, hein, si tous les paramètres sont optimaux. Ensuite, on va multiplier cette valeur d'habitat par la surface de la cellule, parce que vous voyez que les cellules ont des surfaces différentes en fonction de la topographie du site. Et donc, on va obtenir ce qu'on appelle une capacité d'accueil de cette cellule, ou une SPU, surface pondérée utile, que vous voyez parfois dans les dossiers, hein, SPU, en multipliant donc par la surface. Donc, si on imagine que cette cellule elle est de 2 mètres carrés, qu'elle a une valeur d'habitat de 0,25, on a ici une SPU, donc une capacité d'accueil de cette cellule qui est égale à 0,5 mètres carrés. OK. Et en sommant donc toutes les SPU, toutes les capacités d'accueil de toutes les cellules, eh bien, on obtient donc la capacité d'accueil de notre station d'étude à ce débit-là. Et donc, le modèle peut faire ça à tous les débits qu'on veut, hein, et donc calculer une capacité d'accueil de notre station à différents débits. Et c'est ça, ensuite, qu'on va comparer. En fonction des scénarios de débit qu'on a choisis, on va comparer les valeurs de SPU, c'est-à-dire les valeurs de capacité d'accueil de notre habitat, en fonction des scénarios de débit qu'on aura définis suite à notre diagnostic territorial. Donc voilà ce que ça donne.
on va avoir pour différentes espèces donc, et pour différents débits des courbes qui représentent une capacité d'accueil en mètres carrés, alors si je simplifie, hein, sur notre station, en fonction du débit. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de comparer des scénarios. On ne va pas aller chercher une valeur magique, hein, comme l'a dit Hélène tout à l'heure. Ici, on va plutôt aller regarder, si je prends l'exemple donc sur cette figure, entre le scénario 1 d'un débit de l'ordre de 8-9 mètres cubes, donc là on est sur un gros cours d'eau, hein, et des valeurs de l'ordre de 13 ou 14 mètres cubes ici. Comment cette variation de débit va aller modifier notre capacité d'accueil. Donc là, on travaille vraiment sur une variation d'habitat et on va essayer d'en déduire avec une expertise. Donc, ce n'est pas du presse-bouton, hein, vraiment là, mais d'aller, l'expert, en fonction de ça, va essayer d'en déduire une variation biologique potentielle. Donc, est-ce que ça a un gros impact sur la biologie ou pas, sur l'écologie de l'espèce qu'on considère ou des espèces qu'on considère s'il y en a plusieurs. Donc, par exemple, ici, si on considère que notre scénario 1, c'est un scénario de gestion et qu'on compare au scénario 2, qui sont des conditions de débit naturelles, on voit qu'on a une perte d'habitat et que cette perte d'habitat, l'expertise doit essayer de la quantifier, déjà en termes de pourcentage de perte d'habitat, et puis est-ce que c'est grave, à quelle saison ça intervient, par rapport à voilà, tout ce qu'a dit Gaël, tout ce qu'a dit Hélène, comment on fait pour... l'expertise doit expliquer quelle est l'amplitude de cette perte d'habitat qu'on peut éventuellement accepter en fonction de toutes les données biologiques et de toutes les connaissances dont on dispose. Alors ensuite, cette expertise, elle se base sur des tableaux avec des entrées un peu multiparamètres. Donc vous avez pour différents scénarios de débit qu'on va considérer, par exemple un débit naturel, une réduction de débit, un scénario avec certains types de prélèvements, avec des prélèvements un peu plus forts ou encore un peu plus forts. Comment ça joue sur les capacités d'accueil pour nos espèces, comment ça joue sur d'autres variables qu'on a évoquées tout à l'heure, par exemple sur est-ce qu'à ce débit-là, on a un décolmatage du substrat. Et donc, en analysant ce tableau multicritères, on peut arriver à déterminer des débits biologiques qui seront satisfaisants, avec une gamme de débits dans laquelle on peut discuter, et l'expertise est là pour ça. Donc, pas de valeur magique, on regarde un peu ce qui se passe. Est-ce que notre espèce 2, elle est en bonne santé, suffisamment résiliente? Est-ce qu'elle a accès à des habitats de berge? Dans ce cas-là, on peut éventuellement dire que notre débit numéro 3 là, est acceptable en termes de débit biologique. Et puis, si notre espèce 2 est déjà en mauvais état, qu'elle n'a pas accès à des habitats de berge, qu'on va avoir un réchauffement l'été, enfin des choses comme ça, alors à ce moment-là, on va choisir un débit un petit peu plus fort qui correspond dans cet exemple théorique au débit 4. Et c'est vraiment là le jeu de l'expertise de discuter de tout ça. Et donc dans les dossiers, de présenter tous les arguments qui permettent justement de choisir entre ces différents scénarios de débit. Donc là, j'ai simplifié à 3 entrées, hein, mais on verra juste après qu'il peut y en avoir beaucoup plus. Un petit mot rapide, parce qu'on n'a pas le temps, hein, sur d'autres méthodes que vous voyez certainement parfois passer dans les dossiers. Donc la méthode Estimab, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure. Estimab, c'est une description statistique des habitats. Donc là, on ne fait pas de cartographie. Et lorsqu'on va sur le terrain, on va pas faire de description très fine du milieu, mais on va simplement aller mesurer une largeur moyenne sur un tronçon et une hauteur d'eau moyenne à un débit donné. Donc ça, il faut le faire à 2 débits d'ailleurs. Donc avoir pour 2 débits les plus différents possibles, une largeur moyenne et une hauteur d'eau moyenne. Donc là, il faut à peu près 200 valeurs de chaque, hein, pour être sûr d'être tranquille. Et puis la taille de la granulométrie, qu'on mesure aussi une fois. Et ça sert à quoi? Ça sert à, en fait, Estimab, c'est une modélisation des sorties d'EVA dont je vous ai parlé avant. Donc c'est une simplification, mais qui est basée sur l'ensemble des données qui ont été prises avec EVA à un temps T. Donc les chercheurs les ont récupérées
Et donc, c'est les barres noires que vous voyez là, hein, sur différents cours d'eau à différents débits. Et l'idée, c'était de reproduire ça avec des variables d'entrée beaucoup plus simples. Donc, comme je viens de le dire, des largeurs et des hauteurs d'eau. Et c'est ce qui a été fait donc avec Estimab, qui permet donc, on le voit, hein, pour un exemple précis, de recalculer des courbes de SPU, donc la comparaison EVA-Estimab sur une même station, avec des variables d'entrée beaucoup plus simples. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, là, cette fois-ci, on va sur le terrain à 2 débits différents, mais à 2 ou 3 personnes maximum en 1 heure et demie. Généralement, on a bouclé une station. Donc, ça permet de couvrir éventuellement un plus grand nombre de stations pour des résultats aussi précis, aussi fiables en termes de capacité d'habitat, mais avec le bémol qu'on ne pourra pas faire de cartographie précise des habitats en fonction des débits. Et puis un troisième type de modèle, mais qui est encore moins connu, hein, qui s'appelle StatHab, tout simplement, ce qui est beaucoup moins convivial. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on est en train de remettre tout ça à jour sur une plateforme de modèles d'habitat, et StatHab sera dessus. Simplement, c'est un peu plus souple qu'Estimab, puisque là, l'utilisateur peut rentrer ses propres courbes de préférence. Si vous en avez qui ne sont pas dans le logiciel, vous pouvez les rentrer, alors qu'avec Estimab, ce n'est pas possible. Enfin, c'est un peu plus souple, mais c'est beaucoup moins convivial au jour d'aujourd'hui, hein, les modèles StatHab, mais ça repose sur le même principe. Alors, est-ce que c'est fiable, ces méthodes-là? Vous avez ici un exemple, hein, qui est tiré d'une publication de Philippe Barrand de 1995, qui met en relation la biomasse totale de poissons sur différents sites à différents débits, et donc ces différents débits ayant été traduits en ce que j'ai appelé capacité d'accueil ou valeur d'habitat. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a une relation, puisque quand on n'a pas d'habitat, l'axe des abscisses, on n'a pas ou peu de biomasse de poisson, hein. Donc on voit qu'on a une valeur maximum de la biomasse qui est très largement dictée par la capacité d'habitat. Plus on a d'habitat, plus on a de possibilité d'avoir des poissons, mais que par contre, il y a une très très grande variabilité. Ce n'est pas parce qu'on a de l'habitat qu'on a forcément du poisson. On peut avoir voilà, une valeur d'habitat forte, mais très peu de poissons. Ça rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est que là, on est uniquement sur un paramètre, qui est l'habitat hydraulique, hein, hauteur, vitesse, et qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent jouer. Donc, beaucoup d'autres facteurs limitants qui peuvent expliquer ces écarts, dans cette relation, mais qui montrent bien quand même que l'habitat a un rôle aussi limitant, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'habitat, on n'aura pas de poisson, mais potentiellement, quand on a des habitats, on peut en avoir. Voilà. Donc un petit tableau, mais je ne vais pas m'appesantir non plus là-dessus, qui compare les avantages et inconvénients de ces méthodes d'habitat. Je l'ai déjà évoqué, hein, avec des méthodes qui sont toutes objectives, mais qui ont des avantages et inconvénients. Donc EVA beaucoup plus lourd, mais qui permet de faire une cartographie. Estimab qui est à la limite trop facile, puisque c'est une feuille Excel, donc on a toujours des résultats, mais encore faut-il savoir les interpréter. On n'a pas de cartographie. Je ne reviens pas forcément sur les domaines de validité des modèles, peut-être on en reparlera dans les questions, mais voilà, morphologie artificielle exclue, ça veut dire que par exemple pour Estimab, on ne peut pas le mettre en œuvre quand vous avez trop d'enrochement, de protection de berge et de choses qui font que les relations hauteur-débit vont être trop modifiées par rapport à une situation naturelle. Si on imagine qu'on a plus d'un tiers ou 40% de berges qui sont artificialisés par présence d'enrochement, par exemple, Estimab fonctionne beaucoup moins bien, hein, puisqu'il repose sur des relations hauteur-débit qui ont plutôt été établies dans des cours d'eau avec une morphologie naturelle. Voilà, et puis StatHab, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je ne reviens pas là-dessus. Alors, une diapo aussi qui rappelle, donc je pense que vous avez accès aux diapos, hein, pour mémoire, donc je ne vais pas la lire, mais ce que sont les méthodes d'habitat, donc c'est vraiment un potentiel d'habitat. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du poisson, mais en tout cas, il y a d'autres facteurs limitants, mais en tout cas, ça permet de dire il y a un habitat ou il n'y a pas d'habitat pour telle ou telle espèce.
C'est aussi des outils d'aide à la communication. Vous l'avez vu, hein, on a des courbes qui permettent aussi, lorsqu'on est en réunion, de dire facilement, vous voyez là, si je diminue mon débit, j'ai une capacité d'accueil qui diminue d'autant. Donc c'est aussi un outil qui permet visuellement de voir un peu les choses et qui peut faciliter le dialogue. Et puis ce qu'elles ne sont pas, c'est on l'a vu, hein, des méthodes d'estimation de la biomasse, puisque là on s'intéresse à un seul paramètre qui est l'habitat, et en plus l'habitat hydraulique. Donc il n'y a pas que ça dans la vie des poissons qui peut expliquer la biomasse. Encore moins des modèles de répartition du poisson dans la rivière. Enfin voilà, ce n'est pas des méthodes intégrées, hein, on est vraiment sur un seul facteur qui est le facteur habitat, mais qui est important et déterminant. Donc ces résultats obtenus par rapport à ces méthodes d'habitat, comme on l'a dit aussi précédemment, il faut les replacer dans un contexte plus global. J'ai repris l'exemple ici de choses qui ont été faites pour le calcul des débits objectifs d'étiage en Adour-Garonne, où vous voyez que mon tableau de tout à l'heure, où on hésitait entre le débit 3 et le débit 4, ça c'est pour les besoins des milieux. Si on y rajoute les besoins en termes de prélèvement à l'aval de la station, donc laisser un débit suffisant aussi pour que les prélèvements soient possibles à l'aval, on voit que dans le cas du débit 3, ce n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, il faut choisir le débit 4, qui est où tous les feux sont verts pour les processus écologiques et du coup pour ces prélèvements aval. Et puis on peut rajouter comme ça autant de lignes qu'on veut en termes d'usage ou d'enjeux. Quand on a des enjeux de pollution, Hélène l'a évoqué tout à l'heure, des besoins de dilution de certains intrants, eh bien, on voit ici que en fonction de l'hypothèse de dilution dont on a besoin, le débit 4 n'est pas forcément suffisant non plus. Donc à ce moment-là, il faut encore augmenter un peu le débit et partir sur un scénario de débit encore plus important qui est ici le débit numéro 5. Pierre, je t'interromps une seconde. Tu as déjà un petit peu de retard. Oui, Je crois ok. qu'il reste encore 5 ou 6 diapos. Voilà. Ok, je vais très vite. Merci. Merci. Désolé. Voilà, donc au même titre hein, que ce qu'on disait sur le décolmatage, au-delà de l'habitat, Hélène l'a évoqué, donc c'est pour ça que je vais aller vite. Hein. On peut regarder en fonction de nos scénarios de débit, à partir de quel débit on va pouvoir franchir les radiers pour certaines espèces, à partir de quel débit on a une connectivité avec les habitats de berge, et puis en dessous de quel débit on va exonder des habitats importants, comme par exemple des banquettes qui peuvent héberger certaines espèces, comme des larves de lamproie, par exemple. Voilà, donc ça c'est un exemple qui m'a été transmis par Hélène, elle le développera dans la partie questions si besoin. Donc en ce qui concerne la franchissabilité des radiers, on peut tout à fait aussi partir soit des données existantes, soit aller sur le terrain et puis regarder un peu ce qui se passe pour cartographier les endroits où, au niveau desquels on peut avoir des franchissabilités un peu critiques dès qu'on descend en dessous de certains débits. Et pour savoir si la franchissabilité d'un radier est critique ou non, vous pouvez trouver dans le document, le guide ICE, que vous connaissez certainement, hein, qui a été publié en 2014 par l'ONEMA. Donc il y a tout un tableau qui vous donne des tirants d'eau minimum avec lesquels les poissons peuvent franchir des obstacles. Donc ça peut s'appliquer à des radiers avec un faible tirant d'eau, tout en sachant que ce sont des valeurs extrêmes hein, qui sont à réserver au franchissement ponctuel pour des débits critiques, mais en aucun cas des valeurs pour un débit biologique qui permet un bon fonctionnement, comme l'a défini tout à l'heure Hélène. Donc là, les valeurs données dans l'ICE sont vraiment pour des situations critiques et les valeurs en dessous desquelles il ne faut pas descendre. Et en tout cas, il faut en dessous des valeurs pour lesquelles on doit rester ponctuellement. Voilà, alors 2 petits cas particuliers pour finir. Les cours d'eau intermittents. Donc dans les cours d'eau intermittents, le modèle d'habitat peut être utile en dehors de la période d'étiage, notamment pour caractériser l'habitat à certaines périodes, hein, période de reproduction par exemple. Et ce qu'on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a parfois des courbes qui sont disponibles pour les frayères, donc les appliquer pour ça. Pour quantifier éventuellement aussi une quantité d'eau qu'il faudrait laisser. Si on a un assec qui est dû au prélèvement, quel habitat on aurait si justement on prélevait un peu moins.
et qu'on n'avait plus cet ASEC. Donc, ça peut permettre de quantifier ça. Mais en général, quand même, sur ces cours d'eau intermittents, ce qui va compter, ce qui va structurer les peuplements, c'est la durée d'ASEC. Donc là, c'est toute la partie diagnostic hydrologique qui va nous renseigner là-dessus et sur les façons éventuellement de réduire la fréquence et la longueur en termes spatial, hein, de ces ASEC. Et puis l'expertise nécessitera aussi d'analyser à quelle hauteur les poissons peuvent accéder à des zones en eau de qualité. Donc, est-ce qu'il y a des zones refuges? Est-ce qu'on a des zones qui restent en eau, mais qui peuvent éventuellement devenir critiques aussi avec des phénomènes d'eutrophisation? Tout ça, c'est pas du tout les modèles d'habitat qui vont nous renseigner là-dessus, hein, mais plutôt l'analyse de la franchissabilité des radiers, de la présence de zones refuges et puis de leur évolution dans le temps, si ça dure un peu longtemps, notamment en termes de température, d'oxygénation et d'eutrophisation. Je vais peut-être laisser la parole à Hélène pour ce cas-là, puisque c'est elle qui me l'a envoyé, qui est un cas aussi particulier. Je ne sais pas si Hélène, tu veux dire 2 mots sur ce cas-là. Oui, mais rapidement, puisqu'on n'a plus trop le temps. Donc, c'était un cas particulier par rapport à une autre approche encore vraiment purement physico-chimique. Alors, il y a des approches sur le phosphore, l'ammonium, où il y a des valeurs seuil aussi qui sont dictées par la DCE. Mais là, on est sur plutôt des hypothèses dans des canaux, dans des eaux stagnantes. Donc, on ne va pas forcément appliquer du coup ces modèles, ces méthodes d'habitat. Et on a pu le voir dans certains dossiers. Donc là, il y a une retenue, mais ça pourrait être un cas sans retenue en amont, avec des hypothèses de taux de renouvellement de l'eau entre deux clapets ou entre deux ouvrages, avec aussi la possibilité d'envisager des besoins pour alimenter des affluents et notamment des secteurs de marais. Ça peut se présenter dans certains cas. Et donc, il y a des calculs qui peuvent être faits plus vraiment basés sur le maintien d'une température à peu près une température non létale et puis d'un taux d'oxygène suffisant pour éviter les mortalités aiguës de poissons. Donc, ça, c'est vraiment à rajouter aussi avec l'accès aux zones refuges, hein. Ces zones-là, en eau stagnante, peuvent s'avérer en fait totalement inhospitalières dans les périodes de pic de chaleur et avec des phénomènes d'eutrophisation très importants. Donc là, il faut plutôt considérer la capacité des espèces à franchir tous les obstacles pour regagner les zones en eau de qualité suffisante pour leur survie. Donc voilà, c'est une approche que j'ai mise comme ça, qui montre on sort complètement des modèles d'habitat, mais voilà, il y a d'autres approches possibles. C'est souvent les bureaux d'études qui peuvent proposer des choses. Ok, et puis pour finir, des actualités, mais je vais aller très vite, hein, ceux que ça intéresse peuvent me contacter, il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc tous ces modèles d'habitat sont en train d'être dépoussiérés et regroupés sur une plateforme qui s'appelle ABI, hein, ce qui va coupler donc les sorties des principaux modèles hydrauliques que vous avez tout en bas de la diapo, là, les noms des différents modèles hydrauliques que peuvent utiliser les bureaux d'études. Coupler ça avec les courbes de préférence de votre choix, que vous pourrez rentrer sur la plateforme pour donner donc les surfaces pondérées utiles dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, des capacités d'accueil, de manière très visuelle. On pourra tester, comparer différents scénarios, etc. Donc collaboration INRAE, EDF et le pôle éco-hydraulique. Et puis, on est en train de lancer une action, puisque je vous ai dit que les modèles d'habitat étaient surtout orientés vers les plus faibles débits, pour une raison simple, c'est que les courbes de préférence, souvent, elles sont établies à des débits faibles, pour des raisons pratiques, hein, parce qu'on peut aller pêcher à ce moment-là. Mais on se pose beaucoup la question, et notamment, quel est l'impact des prélèvements hors étiage pendant les débits moyens à forts et de stockage pour les utiliser pendant la période d'étiage, ces quantités d'eau-là. Mais on est beaucoup moins armé, hein, en termes d'outils pour estimer les effets sur l'écologie de ces prélèvements en période de moyennes eaux, on va dire. Donc il y a beaucoup de connaissances sur l'importance écologique, Hélène en a parlé, de ces forts débits ou ces moyens débits, mais pas vraiment de synthèse opérationnelle, c'est-à-dire comment les prélever, à quel moment,
Donc, le but de cette action qu'on devrait lancer à l'automne, là, c'est d'établir déjà une synthèse bibliographique sur ce qui existe, l'intérêt écologique de ces hautes eaux, mais aussi quels sont les indicateurs écologiques qui existent et qu'on peut utiliser, de partir sur des cas concrets de volume de prélèvement nécessaires, tout ce qui a été fait dans les études volume prélevable. Maintenant on a des données, on sait ce dont on a besoin, et quelles seraient les conséquences de prélever ces choses-là, ces volumes-là, pendant les périodes hors étiage, tester les scénarios. Et puis enfin, étudier la mise en œuvre pour encadrer ces prélèvements. Il y a déjà des choses qui existent, hein, vous le savez, dans le SDAGE Loire-Bretagne. J'ai noté, c'est la disposition 7D-5, prélèvements hivernaux en cours d'eau pour le remplissage de réserves. C'est déjà évoqué, mais voilà, c'est évoqué de manière un peu empirique, où on fixe un peu des garde-fous, de ne pas prélever instantanément plus de 20% du module. Donc déjà voir, effectivement tester ce genre de choses sur des cas concrets, et puis voir de quelle manière ça peut être exporté sur d'autres bassins versants avec des cours d'eau qui ont des régimes différents, etc. Donc on va essayer de balayer un peu tout ça pour aboutir à des préconisations de mise en œuvre de prélèvements hors étiage, si besoin. Voilà. Donc ça c'est en cours et on y reviendra quand on aura lancé l'action. Voilà, merci, désolé, j'étais un petit peu long.